Ce soir, on va parler d'abord, je dirais, du vieillissement de la population, juste reposer un peu cette réflexion sur la thématique de la démographie, et puis qui sont les seniors. Et puis après, on va ensuite plutôt évoquer les liens entre générations. Un élément qui est quand même important, mais bon, je pense que vous vous êtes rendu compte de ça, c'est que dans notre parcours de vie, à un moment donné, si on a la santé et aussi le fait de pouvoir vivre, eh bien, à un moment donné, on devient plus âgé. Et donc, on avance en âge. Et ce vieillissement, eh bien, c'est une possibilité qu'on va vivre nous-mêmes. Il y a des choses dans la vie qu'on ne vivra pas, mais vieillir, eh bien, ça fait partie quand même des possibilités qu'on a. Juste, je m'entends en écho, c'est normal ? C'est un petit peu désagréable, mais c'est pas grave. Donc et donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on vivra à un moment donné dans notre parcours de vie. Mais avant tout, au-delà de vivre cela en tant qu'individu, c'est aussi un sujet de société. Et c'est deux sujets de société que je vais aborder dans un premier temps à travers la révolution démographique. Donc, on parle de cette révolution parce qu'elle a trois mécanismes, à la fois l'allongement de l'espérance de vie, c'est le fait donc de vivre jusqu'à 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes en 2019. Donc cette espérance de vie augmente, a augmenté au cours des dernières décennies. Si on se reporte, par exemple, aux années 50 et 60, notre espérance de vie, en tous les cas notre temps de vie après la retraite était relativement restreint. Et en plus, jusqu'en 80, l'âge légal de départ à la retraite était 65 ans et après, il a été rabaissé à 60 ans. Donc, il était encore plus restreint, j'aurais envie de dire, à cause de cet âge légal qui était plus élevé. Et puis, aujourd'hui, on a à peu près, les hommes un peu moins que les femmes, mais environ 25 ans d'années de vie après la retraite. Grosso modo, entre 20 et 25. Et donc, de fait, ça ouvre les perspectives et le potentiel de vie et de réfléchir aussi à ce qu'on va faire dans ce temps de vie. Mais c'est aussi, et ça montre l'importance, eh bien, alors là, j'ai envie de dire, des retraités au sein de la société. En plus de cet allongement de l'espérance de vie, eh bien, il y a cet accroissement du nombre de personnes de plus de 60 ans. Cet accroissement, naturellement, je pense que vous le savez, il est essentiellement dû aux naissances du baby-boom. Donc après la Seconde Guerre mondiale, ces classes d'âge du baby-boom qui étaient importantes, eh bien, à un moment donné, certes on naît, et puis après on avance en âge, et ces classes d'âge arrivent après 60 ans. Et donc, de fait, en 2021, on était à 27% de la population qui avait plus de 60 ans, mais on sera un Français sur 3 en 2030. Donc, grosso modo, un tiers de la population en 2030, c'est demain, j'ai envie de dire, eh bien, aura plus de 60 ans. Et donc, cette situation corrélée avec l'accroissement de l'espérance de vie, eh bien, nous amène à avoir beaucoup d'impact sur l'ensemble des secteurs de la société. J'ai envie de dire que ça soit les manières de consommer, la consommation alimentaire, le rapport au numérique, la ville, les questions liées à la santé. Le fait d'avoir cette société de la longévité impacte véritablement l'ensemble de la population et aussi, j'allais dire, les politiques publiques. Le dernier point pour finaliser sur cette révolution démographique, c'est la baisse du nombre de naissances. Alors en France, on le voit assez peu. C'est beaucoup plus flagrant dans d'autres pays comme pour l'Allemagne et le Japon. Mais quoi qu'il arrive, on a quand même cette évolution de la population. C'est comme je l'ai dit là rapidement avec l'Allemagne et le Japon, cette
société de la longévité, c'est un impact non pas que français, mais véritablement mondial, dans l'ensemble des pays occidentaux. Donc, par exemple, sur cette carte, on voit la population des plus de 65 ans dans le monde. Donc, bien évidemment, les États-Unis, le Canada, l'Europe, le Japon sont des pays qui font partie de cette révolution de la longévité. D'autres pays le vivent beaucoup moins, comme les pays africains ou vers l'Arabie saoudite. Mais on voit crescendo quand même que ça impacte aussi l'Amérique du Sud, par exemple. Donc voilà, cette question du vieillissement de la population, c'est vraiment pas que quelque chose de français, qu'on peut vivre en France, mais vraiment qu'un impact mondial. Alors, quelques chiffres pour pouvoir reparler de ce sujet. Comme je l'ai dit, on est donc en 2030, les 1/3 représenteront 20 millions de personnes. Et donc, en Europe, ça sera 1/4 de l'Europe qui aujourd'hui a déjà plus de 60 ans. Donc ça montre ce sujet qui est particulièrement important. 90% des personnes de plus de 60 ans sont autonomes. Cette statistique, elle est intéressante parce qu'elle vient bouleverser un peu, je dirais, les discours médiatiques qui, lorsqu'ils parlent des plus âgés, ne parlent que des personnes en perte d'autonomie. Alors qu'en fait, les personnes en perte d'autonomie, sont que 10% des plus de 60 ans. Bien évidemment, au-delà de 80 ou 90 ans, ce nombre est plus important, mais ça montre quand même qu'en fait, que quand on regarde les choses dans un sens inverse, il y a d'autres personnes, d'autres comportements et modes de vie. Quand on a plus de 60 ans, on n'est pas que en perte d'autonomie. Malgré tout, dans ce paysage, il y a un sujet qui est important, qui sont les aidants. Aujourd'hui, c'est 11 millions de personnes. Être aidant, ça peut être aidant d'un parent âgé ou d'un conjoint. C'est ça qui nous intéresse le plus, j'aurais envie de dire, aujourd'hui. Mais c'est aussi être aidant parfois d'un enfant handicapé, par exemple. Donc, les 11 millions regroupent l'ensemble de ces situations. Mais surtout, l'importance d'être aidant, ça va toucher de plus en plus de personnes, et notamment les actifs, puisque, pareil, en 2030, il y aura un actif sur 4 qui sera aidant. Un élément aussi important, c'est la diversité des profils de retraités. Alors, bien évidemment, et c'est une population différente en fonction du genre, mais aussi en fonction de la situation matrimoniale, de la manière dont on est entouré au sein de sa famille, de nos lieux de vie, de notre situation de santé. Et puis, un point important, de la question des revenus, de la pension de retraite, qui en fait détermine beaucoup nos modes de vie et nos comportements. Et cette pension de retraite, elle est la conséquence de ce qui s'est passé tout au long de notre parcours de vie en matière d'emploi. Et cette pension de retraite, l'écart est de 42% entre les hommes et les femmes. Donc les femmes c'est une inégalité, et les femmes sont plus pauvres que les hommes en arrivant à la retraite. Et l'impact, parfois, c'est des non-recours aux droits, aussi non-recours à à la santé parfois. Donc, cette question de la pension de retraite, elle a véritablement une importance fondamentale quand on arrive à la retraite, mais surtout pour pouvoir vivre.
Et puis, peut-être juste pour compléter sur cette question de pension de retraite, dans les années à venir, on peut aussi avoir des inégalités qui vont se creuser en termes de genre, parce que les fins de carrière des femmes sont souvent beaucoup plus morcelées aujourd'hui. Ce morcellement, c'est-à-dire des CDD, des contrats précaires, même en tant qu'indépendant, on ne cotise pas de la même manière que quand on est salarié. Et donc, tout ça va peut-être creuser ces inégalités. De plus, si en fait, si on arrive ou pas à avoir une réforme des retraites qui réforme la pension de réversion, ça peut aussi avoir un impact important sur ces écarts de revenus. Bon, après, il y a 60% du patrimoine français qui appartient aux plus de 60 ans, et c'est peut être aussi vu comme un vivier d'emploi, mais ça, j'y reviendrai sur la question de la silver economy. Alors, on parle beaucoup de manière générique des seniors. Il y a le terme silver qui est aussi apparu au cours de ces dernières années, peut-être même cette dernière décennie. Mais ce qui pose question, c'est que en fait, l'ensemble des générations ou des classes d'âge précédentes nous amène à avoir une diversité des dénominations. Quand j'ai entre 35 et 45 ans, on peut m'appeler à la fois hipster, génération X, jeune cadre dynamique, multipart, etc., etc. Donc en fait, pour une classe d'âge donnée, on va pouvoir dénommer les personnes de différentes manières. Et cette dénomination plurielle, elle révèle la diversité des modes de vie, des comportements et des situations sociales que vivent les moins de 55 ans, j'aurais envie de dire. Et puis, passé 55 ans, tout d'un coup, on est appelé de manière générique senior ou silver, en considérant que quand on a entre 55 et 95 ans, on est identique. Alors que bien évidemment, quelqu'un qui a 55 ans et quelqu'un d'autre qui en a 95, même s'ils peuvent se retrouver, je sais pas, sur des passions communes, sur une situation liée aux enfants identiques, eh bien, on ne vit pas tout à fait la même chose. On peut être en emploi encore à 55 ans, à 95 ans, on n'y est plus. Et la situation relative à la santé est quand même largement différente. Je prends un peu ces extrêmes parce qu'elles me semblent importantes. 40 ans d'écart, c'est important. Et vous voyez, c'est un peu comme si, j'aurais envie de dire, moi j'ai 40 ans d'écart avec ma maman. Donc à 37 et 77 ans, on vit des choses différentes. Ça pose problème, cette dénomination globale comme ça et très homogène. C'est parce que déjà, dans l'imaginaire collectif, on va considérer, comme je disais un peu précédemment, que toutes les personnes de plus de 55 ans ou tous les retraités sont identiques. Alors que non, il y a de la subtilité, il y a des différences, et des différences qui sont à prendre en compte. Et puis, eh bien, ce que l'on nomme pas ou ce qu'on ne mesure pas ou qu'on mesure de manière trop globale, eh bien, va avoir un impact à la fois sur la question des politiques publiques qui sont relativement absentes quand on parle d'âge et d'avancée en âge, mais aussi de propositions de services, d'actions et de propositions qui soient beaucoup plus ciblées que génériques. Comme je disais, c'est une population hétérogène. Les plus de 55 ans sont une population hétérogène et ce sont des générations différentes. Alors, avant d'aborder un peu plus les photos, quand je parle de générations différentes, on peut voir la génération qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, voire qui est né juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a les baby-boomers, ceux qui ont commencé à naître juste après, et puis après, les gens qui ont vécu mai 68. Et donc, l'ensemble de ces générations ont eu 20 ans à des périodes différentes. Et puis,
Je parle de 20 ans parce que ça cristallise un peu nos souvenirs, un certain nombre de comportements qu'on a pu avoir. Et donc, de fait, ces générations différentes, donc elles se retrouvent toutes aujourd'hui dans cette grande catégorie de seniors ou de silver. Alors que, comme je le dis, c'est cette population hétérogène. Ce qui est intéressant, alors, sur cette slide, c'est issu d'un documentaire qui s'appelle « Une vie d'écart ». Rapidement, j'explique ce que c'est Une vie d'écart. C'est sorti sur Canal+, il y a à peu près 1 an ou 2 ans. Donc, ce sont des petits d'école maternelle qui visitaient des personnes en maison de retraite pendant une durée, je ne sais plus, c'était à peu près 2 mois. Et donc, le documentaire relate cette rencontre. Donc, c'est véritablement là des liens intergénérationnels en dehors de la famille qui se sont créés. Et donc, une première image qui montre cette population hétérogène, eh bien, ce sont des individus qui vivent en maison de retraite ou qui peuvent vivre en EHPAD. Donc, c'est une manière de montrer cette population. On peut aussi, je parlais de cette diversité, eh bien, être une personne âgée qui souffre de solitude. Là, c'est une campagne des petits frères des pauvres qui dit « Je suis le remède » et le remède, c'est quelqu'un de plus jeune, donc qui vient visiter et marcher avec une personne qui souffre de solitude. Voilà, c'est ce que j'essaye de montrer là avec déjà ces 2 premières images. C'est pour montrer que ce sont des entrées différentes quand on parle de cette population. On peut être quelqu'un qui vit en EHPAD ou dans une structure collective. On peut être quelqu'un qui vit à domicile et souffrir de solitude. Voilà, c'est pour commencer à montrer cette diversité de population. Et puis, on peut aussi être une femme sexagénaire qui échange avec sa fille, peut-être qui parle de mode, par exemple. Là, c'est une campagne d'une marque qui s'appelle The Deck London, une marque anglo-saxonne, une marque de vêtements. Donc, ça révèle, je dirais, différents types de liens intergénérationnels qu'on peut avoir à l'extérieur de la famille, mais aussi au sein de la famille, et qui montrent aussi à travers ces trois propositions, eh bien, des modalités différentes d'entrée pour parler des seniors et pour à chaque fois montrer la diversité de cette population. Mais ce qui est un point important, par exemple, si on prend cette femme sexagénaire, là on voit cette catégorie des baby-boomers. Et un élément, quand on parle des baby-boomers, qui sont souvent ces jeunes retraités, c'est leur envie d'être dans la non-contrainte, dans la liberté, dans le fait d'être acteurs de leur vie, de leur quotidien, de pouvoir aussi être dans du plaisir et de l'hédonisme. Quand je parle de plaisir, je parle de plaisir au niveau des activités, par exemple, qu'ils vont faire. De trouver un équilibre à la fois, parfois, quand ils le peuvent et quand ils en ont envie, entre leur engagement, une forme d'utilité sociale, et puis aussi un équilibre avec la famille ou des relations sociales et ce loisir. Il y a véritablement cet équilibre de ces 3 possibilités qui est importante. Et cette volonté des baby-boomers, eh bien, elle va continuer quand ils vont avancer en âge. Et ils ont vraiment, je dirais, par rapport aux générations qui sont plus avancées en âge, cette envie d'être acteur tout au long de la vie, de participer à la vie sociale et donc de ne pas toujours être considérés que comme des consommateurs. Donc c'est un élément important pour cette population. Et puis, sur les gens qui sont un peu plus âgés, si on revient sur les 2 précédentes images,
Aujourd'hui, on peut aussi, je parlais de diversité des lieux de vie, et donc de fait, on peut vivre dans des lieux différents quand on avance en âge, que ça soit à domicile, dans des habitats collectifs, des résidences-services, des résidences autonomie, voire même de l'accueil familial ou de la colocation intergénérationnelle. Ça montre en fait que à travers la diversité de ces générations, de leur mode de vie, et bien aussi une diversité des lieux de vie. Je parlais aussi des situations matrimoniales, de la proximité familiale ou non, de notre rapport à la santé, etc. Quelques éléments, pareil, un peu de contexte. On en a vu quelques-uns. Aujourd'hui, il y a 15 millions de grands-parents. Alors, je parlerai un peu plus tard, plus longuement, de la grand-parentalité. Il y a une personne sur deux de plus de 60 ans qui est adhérent à une association. Donc, ça montre le poids et la présence des plus de 60 ans dans le milieu associatif. Mais surtout, il y en a 42% qui déclarent faire du bénévolat. Et ça, c'est intéressant, au même titre que quand on regarde les 450 000 qui travaillent à la retraite, c'est cette implication dans la vie sociale, que ce soit sur un travail rémunéré et encore plus sur un travail qu'on peut considérer gratuit ou travail non marchand. Il y a un poids important et une richesse des plus de 60 ans qu'on ne montre peut-être pas assez et qu'on retrouve à la fois dans le bénévolat, dans ces échanges qu'on peut avoir de voisinage, de cette aide auprès des petits-enfants, donc des enfants, mais aussi dans les questions liées aux aidants. Donc se prendre soin, que ça soit se prendre soin au sein de la famille ou le prendre soin même qu'on pourrait élargir en termes de termes au niveau de la cité, il est important pour les plus de 60 ans. Donc, parlons un peu peut-être de Silver Economy, puisque ça fait partie du titre. Silver Economy, à tout âge faire société, le titre de ce soir. La Silver Economy, c'est un terme qui a été un peu labellisé en 2013 sous le gouvernement, en tous les cas, sous la présidence Hollande. Et la ministre, à l'époque, s'appelait Michèle Delaunay. Donc, ils ont lancé en 2013 cette Silver Economy en considérant qu'il fallait mettre une filière pour ce sujet, à la fois en pensant que c'était un vivier d'emploi, puisque c'en est un, c'est un développement économique, mais qu'il fallait, je dirais, le construire. Ce développement économique, on peut le regarder de deux manières, à la fois de façon très positive et puis en se disant aussi peut-être plus négative. Le versant négatif, c'est de considérer que les plus âgés, c'est aussi des portefeuilles et des consommateurs. Ça peut être le versant négatif. Le versant positif, en considérant, je reviens, que ce ne sont que des consommateurs et pas d'autres manière d'agir. Le versant positif, c'est que c'est un développement économique, mais aussi un développement d'emploi. Sur des territoires, quand on sait par exemple qu'il y a un poids important, une part importante des plus âgés dans la population, eh bien ça peut aussi créer des emplois et redynamiser des territoires qui peut-être commençaient à mourir, par exemple. Mais cette Silver Economy, quand elle a été créée en 2013, il y a eu cette volonté de dire qu'il fallait aussi une non-stigmatisation. C'est-à-dire que dans les produits, dans les services qui ont été créés et qui devraient être créés, qui sont créés aujourd'hui, l'idée est de ne pas stigmatiser les plus âgés et de faire ce qu'on appelle du design for all. Le design for all, c'est du design universel. C'est donc considérer que quand on... L'exemple un peu phare, c'est les escalators dans les transports en commun, c'est la télécommande aussi de la télévision. Alors, ça peut être la tablette, malgré tout, qu'on peut utiliser. Et c'est l'idée de penser des services et des produits qui peuvent être utilisés par tous. Normalement, il y a certaines bouteilles d'eau qui ont été pensées aussi de cette manière-là. Donc voilà, c'est
Après, bien évidemment, ce que je dis sur la volonté et la perspective qui ont été posées en 2013 ne correspond pas toujours à la réalité. C'est-à-dire que tout n'est pas forcément pensé sous ce design universel, ou tout n'a pas forcément été pensé sur de la non-stigmatisation. Mais c'est l'idée de tendre vers ça pour pour que ça soit un équilibre à avoir. Rentrons dans le vif du sujet sur la deuxième partie de la phrase, à tout âge faire société. Alors, on parle beaucoup dans les médias de conflits entre les générations. Et on peut se poser, est-ce que ce conflit existe ou pas? Alors, quand on parle de conflit, on dit souvent les vieux sont très riches, les jeunes sont très pauvres, les vieux, j'utilise le mot vieux de manière un peu caricaturale pour exacerber le conflit, les vieux ne savent pas du tout utiliser Internet, les jeunes sont tous nés avec un smartphone dans la main, voilà, les vieux volent les emplois des plus jeunes, etc., etc. On pourrait en citer bien d'autres. Ce conflit, il est surtout médiatique. C'est-à-dire qu'on ne nie pas forcément le fait que dans des relations interindividuelles, il peut y avoir certains conflits, mais il est surtout médiatique parce que ça fait vendre, en fait, d'une certaine manière, très basiquement. Le fait de parler de conflits entre les générations fait vendre du papier. Mais il y avait deux auteurs qui ont écrit un livre qui s'appelle « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» ou « n'aura pas lieu », en tous les cas, une de ces manières-là, et qui s'est écrit par Serge Guérin et Tavoilo. Et ils disent bien que les générations s'entraident, partagent, et qu'en fait, quand on parle de conflit entre les générations, on va cacher d'autres inégalités. On va cacher par exemple des inégalités sociales, on va cacher des inégalités géographiques, des inégalités culturelles qui sont, et même économiques, qui sont particulièrement importantes et voire beaucoup plus importantes que ce conflit. Donc voilà, ce conflit cache d'autres inégalités. Ils expliquent aussi dans leur ouvrage que les générations, je disais, s'entraident et partagent, mais par exemple, au sein de la famille, elles s'entraident, dans la société civile, dans des actions de voisinage, et donc que c'est surtout des métamorphoses du lien entre les générations qui est en train de se créer et qu'on a du mal à dénommer, voire à observer et à expliquer. Et quand on parle... parce que quand on parle de conflit, on parle de génération, mais aussi donc on parle de lien entre les générations. Et ce qui est difficile avec les liens intergénérationnels, c'est que souvent, quand on en parle, on parle souvent des très jeunes et des très âgés. Et donc, on oublie très souvent les générations intermédiaires. Donc souvent celles qui sont en emploi, voire même les jeunes retraités. Et donc, on oublie une manne importante de personnes et une population importante dans ces relations. Et puis aussi, on a cet idéal de la famille quand on parle de liens entre générations. C'est-à-dire qu'on conçoit un peu ces liens comme idéalisés et comme exacerbés au sein de la famille. Et comme cette vision qu'entre les grands-parents et les petits-enfants, tout se passerait bien parfois. Et donc, des fois, on idéalise cette vision en mettant bien les plus âgés et les très jeunes. Mais souvent aussi, les liens intergénérationnels, ça cache d'autres sujets, ou en tous les cas, il y a d'autres sujets qui s'entrecroisent. Si on prend l'exemple de la photo, c'est des questions relatives à l'emploi. C'est un film qui s'appelle Le Nouveau Stagiaire, entre De Niro et Anna Thaouet. Et donc, pour expliquer un peu si certains ne l'ont pas vu, donc... Robert De Niro se retrouve à être à la retraite, il est tout seul et il se demande qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Et il voit qu'il a la possibilité de répondre à un stage et donc il va postuler pour cette start-up dans la mode
Et donc Anatawe va être sa boss. Et il va devenir son stagiaire. Et donc là, au fur et à mesure du temps, en fait au fur et à mesure du film, on va voir de nouvelles relations qui se créent et chacun, en tous les cas, ils vont bouger un peu dans leur position, il faut évoluer, ils vont partager, ils vont échanger parfois sur des sujets intimes et on voit la richesse dans le film de ces liens. Et donc, ce sont des liens entre les générations et là, plutôt au sein de la sphère professionnelle, entre un retraité qui travaille et donc une patronne d'une start-up. Mais quand on parle sur un autre sujet, par exemple, d'habitat et de colocation entre les générations, certes, on met en lien des générations. Par exemple, il y a une start-up qui s'appelle Colette Club où en fait il y a des jeunes de moins de 30 ans avec des personnes de plus de 60 ans. La personne de plus de 60 ans a une chambre en plus dans son habitat et donc qui pourra accueillir le plus jeune. Et bien derrière, ça pose la volonté d'être sur des relations sociales à la fois pour les deux, mais aussi sur des questions de trouver un appartement dans des grandes villes où en fait quand on est étudiant ou jeune adulte, ça peut être compliqué de trouver un logement à un prix convenable. Donc ce qui est intéressant, c'est de ne pas regarder que le lien entre les générations, mais de voir aussi quelles problématiques de société s'entrecroisent ces questions de lien. Si on regarde, si vous vous souvenez de la photo des petits frères des pauvres, il y avait ce lien entre les générations, mais la problématique, c'était le lien social. Alors, donc, il y a différentes facettes des liens entre les générations. Je vais peut-être d'abord aborder ce qui nous lie au sein de la famille, parce que c'est peut-être le plus facile. La première porte d'entrée, plutôt que le plus facile. Quand on est un petit enfant, eh bien, les premières expériences du vieillissement qu'on va avoir sont souvent celles qu'on a dans notre famille. Et donc, de fait, celles qu'on a dans notre famille au tout début, c'est les liens avec nos grands-parents. Et ces liens avec les grands-parents, je dirais, ce sont des liens fondateurs dans cette expérience du vieillissement et dans ces liens entre les générations. Bien évidemment, pour que ce lien existe, il faut aussi qu'il soit facilité. Il peut être facilité par les parents, mais aussi par la question du lien géographique, c'est-à-dire où je me trouve vis-à-vis de la présence de ces petits-enfants. Et donc, de fait, combien de temps je vais le voir, où je vais le voir. Et donc, ce sont des points qui vont créer ces liens entre les générations ou plutôt les éloigner. Sur cette question au sein de la famille, on sait qu'il y a une volonté de transmettre, de partage, notamment par exemple à travers des activités qui peuvent être le fait de cuisiner, de faire des gâteaux, de garder les petits-enfants à la sortie de l'école. Mais il y a parfois une rupture aux alentours de l'entrée au collège où à un moment donné, le petit enfant n'a plus besoin d'avoir cette garde après l'école. En tous les cas, il en a moins besoin et il y a cette émancipation et cette autonomie. Il y a une chercheuse suisse qui s'appelle Cornelia Hummel qui a expliqué en fait que si le grand-parent anticipe et met en place des stratégies avant cette entrée au collège, si en plus il a des capitaux sociaux plus importants, eh bien cette transition se fera plus facilement. Quand je dis des capitaux sociaux favorisés, c'est l'idée de si je peux amener mon petit enfant au ciné, si on peut aller faire du shopping, si peut-être j'ai une maison et qui peut venir parce que j'ai donc de l'espace en plus pour accueillir certains de ses amis, ce sont des éléments qui vont continuer à créer la relation de manière plus favorable. Dans ces relations aussi, en fait, il y a une étude qui avait été menée
par un chercheur, alors je ne me souviens plus de quelle origine il est. En tous les cas, il explique à travers une étude qu'il a fait entre la relation entre les petits-enfants et les grands-parents, plus la relation va être forte et donc on va se voir régulièrement, moins les petits-enfants, quand ils vont grandir, auront une image négative de l'âge et du vieillissement. Et donc, moins ils vont voir leurs grands-parents, plus ils auront une image négative donc, de l'âge et du vieillissement. Plus il y aura des stéréotypes sur l'âge. Et donc, ça montre que cette relation, elle a un impact, je disais, sur la suite et sur la perception qu'on va avoir de cette expérience du vieillissement. Parfois, on n'a pas toujours de grands-parents autour de soi. Et je le disais rapidement avec l'exemple Une vie d'écart, où en maison de retraite, il y avait des petits de maternelle qui étaient allés voir des personnes âgées en maison de retraite. C'est une expérience comme une autre. Il y en a d'autres, par exemple, qui ont pu être mis en place. Ces relations, elles sont particulièrement, je dirais, importantes, mais il faut qu'elles soient favorisées. Elles soient favorisées avec certains éléments. Il y a une étude que j'avais menée pour la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France sur les relations entre les générations dans des actions avec des patients qui avaient la maladie d'Alzheimer. Et donc, toutes les actions qui mettaient en lien des enfants et des malades et qui créaient, je dirais, un changement de regard de la part des enfants sur les plus âgés, eh bien, les plus âgés devaient être en position d'acteurs. Ils ne devaient pas être considérés uniquement que comme malades. Donc, ils étaient participatifs, acteurs de l'action et surtout ne pas être disqualifiés dans leur position. Ça avait véritablement un point fort pour le changement de regard des petits et surtout sur la longue durée. C'est-à-dire que si je fais, par exemple, un événement juste un jour, eh bien, prenons l'exemple d'une chorale d'enfants qui va chanter auprès d'une association de retraités, imaginons, ou en tous les cas auprès d'une unité avec des malades Alzheimer, eh bien ça ne va pas avoir réellement beaucoup d'impact dans la vie. Mais le fait d'avoir une action sur la longue durée va avoir un impact. Je vous donne juste un exemple un peu concret. Donc, dans cette étude pour la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France, il y avait une association suisse qui, elle, faisait toujours dessiner les enfants avant l'action. Et donc, souvent, dans les dessins des enfants, on pouvait voir des dessins en noir et blanc, donc qui dessinaient les plus âgés en noir et blanc, et avec des éléments plutôt négatifs aussi dans les adjectifs qu'ils pouvaient avoir pour identifier les plus âgés. Et après l'action, qui durait à peu près 1 mois et demi, 2 mois, eh bien, ils dessinaient en couleur les plus âgés. Souvent, ils dessinaient avec un objet qui appartenait à la personne. Donc, ça pouvait être une canne, un collier particulier. En tous les cas, des éléments distinctifs et des adjectifs positifs. Et donc, ça montre bien que quand on réunit des liens entre les générations, des générations différentes sur de la longue période, eh bien, on crée du positif et qu'on s'en souvient et que ça marque les gens. Donc voilà, les liens entre les générations, ça peut être au sein de la famille, mais aussi à l'extérieur de la famille. Hop, attendez. Et quand c'est aussi à l'extérieur de la famille, eh bien, je le disais tout à l'heure, ça peut être dans les questions d'habitat, mais ça peut être aussi dans le travail, avec l'exemple de tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de reverse mentoring, on en a pas mal parlé il y a peut-être 4-5 ans. Le reverse mentoring en entreprise, c'est le fait que des plus jeunes transmettent à des plus âgés des compétences données.
Donc, dans le mentoring et le mentorat, c'est les plus âgés, les plus expérimentés qui vont transmettre aux plus jeunes. Et là, ce qui est intéressant dans ce reverse mentoring, c'est de regarder la transmission différemment. Et cette transmission, parce que souvent, on voit la transmission entre les générations comme les plus âgés qui transmettent aux plus jeunes. Bien sûr qu'on peut avoir envie d'avoir une transmission de valeurs, une transmission d'une histoire familiale. Je parlais de cuisine tout à l'heure. Il y a eu une start-up à un moment donné qui avait filmé des petits-enfants avec leurs grands-parents faisant une recette où ils pouvaient expliquer l'histoire de la famille. Donc voilà, on imagine souvent cette transmission-là. Mais la transmission, ça peut être aussi, et ces liens entre les générations, elle peut être aussi donnée des plus jeunes aux plus âgés. Et ça, c'est aussi une autre manière de regarder ces liens entre les générations. Et puis, on peut se retrouver... Alors, je pense par exemple à un ouvrage qui s'appelle « La somme de nos vies » de Sophie Astrabi. Et donc, dans La somme de nos vies, c'est une femme qui décide de vendre son appartement, âgée, seule, qui se dit pour sortir de la solitude, je vais faire venir un agent immobilier, des visites, et donc de fait, j'aurai cette impression d'être en lien avec d'autres. Et puis, il y a une autre protagoniste qui est plus jeune et qui, elle, se dit je ne veux pas acheter d'appartement, mais je veux visiter des appartements parce que ça me sortira de ma solitude. Et c'est l'idée de se dire que parfois aussi, entre générations, on peut vivre une même situation donnée et puis se retrouver à travers là, donc à un moment donné, je ne raconte pas l'histoire jusqu'au bout, mais elles se rencontrent et elles se retrouvent et elles grandissent ensemble. Mais c'est l'idée de se dire, voilà, on vit ensemble aussi parfois une même situation et on peut s'entraider. Et donc, d'une certaine manière, on peut se transmettre ensemble en même temps. C'est-à-dire qu'au-delà de je donne des plus âgés aux plus jeunes et des plus jeunes aux plus âgés, des fois, il y a des situations qui nous permettent aussi de vivre ensemble ce partage. Et puis, regarder ces différentes facettes, c'est donc aussi, quand je parle là de solitude, c'est aussi de se dire comment, en fait, qu'est-ce qui nous lie ? Alors, un exemple qui nous lie avec cette photo, là, c'est l'écologie avec Jane Fonda, si vous ne la reconnaissez peut-être pas, ou si vous la reconnaissez en tout cas. Jane Fonda, avant la crise sanitaire et aujourd'hui encore, en tous les cas, revendique pour le sujet écologique et s'est fait arrêter à Washington lors d'une manifestation. Et ça montre en fait que déjà là, que peu importe notre âge, on peut, si on en a aussi un peu envie, eh bien, aller militer, par exemple, ou avoir des actions sur des sujets qui vont tous nous toucher. Jane Fonda a choisi son combat, c'est l'écologie, mais on peut penser à d'autres sujets d'inégalité, d'injustice sociale, ou tout simplement des sujets qu'on peut avoir en commun. Je désire peut-être continuer à faire un potager, je ne l'ai jamais connu, je n'ai jamais jardiné, et ben peut-être que je vais me retrouver avec d'autres sur ce sujet. Mais ça, quand on parle aussi de ce qui nous lie, ça peut être aussi, là sur les territoires, j'ai changé avant sur la ville d'Arcueil et ces questions de vélo et de circulation de vélo, et ben, comment on circule dans la ville et comment on est mobile, c'est des sujets, peu importe notre âge, en tant que citoyen, qui fait qu'on se retrouve sur ce sujet à un instant T. Il y a deux exemples aussi que j'aimerais rebondir sur ce qui nous lie. Il y a un ouvrage qui est sorti récemment de Marie Charelle qui s'appelle « Qui a peur des vieilles ?» Et à un moment donné, donc ça parle des femmes âgées, et à un moment donné dans son livre, elle évoque que lorsqu'elle a été enceinte, elle n'a pas pensé demander à sa mère des conseils ou à sa grand-mère des conseils.
Et donc, elle s'est posé la question, pourquoi en fait on n'échange pas forcément avec des femmes plus âgées dans des situations là liées au corps. Donc, elle explique que c'est surtout par la médicalisation du corps qui fait qu'en fait on donne d'abord la connaissance et le pouvoir de la parole et du savoir au corps médical, qu'on va ensuite demander à des pairs, à des gens qui nous ressemblent, et on ne pense pas ensuite discuter, par exemple, à nos mères ou nos grands-mères qui ont vécu en fait cette expérience avant nous. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui nous lie, là, je prends le sujet féminin. Bon, on pourrait prendre d'autres sujets, mais sur ce sujet féminin, que ce soit la grossesse, la ménopause, les premières règles, eh bien en fait, dans ce corps qu'on vit tous, eh bien on peut partager aussi, parce que ça nous lie, et on peut se nourrir de l'expérience des plus âgés. Mais voilà, mais spontanément, parfois, on ne le fait pas. Et un deuxième exemple que je voulais citer, dans ma journée aujourd'hui, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Métamorphose et qui parlait de Perla Servan-Schreiber, quoi. Perla Servan-Schreiber a été interviewée par rapport à un livre qu'elle vient de sortir sur ses secrets à 77 ans. Donc elle explique différents secrets et elle parle de la nourriture. Elle parle en fait du repas. Elle parle du partage et de la cuisine. Et en fait, elle explique que quand elle cuisine pour plusieurs personnes, parce qu'elle aime cuisiner pour plusieurs personnes, mais qu'à travers la cuisine et ce repas et ce partage, eh bien, elle a su unir sa famille. Donc, très rapidement, en fait, et ce qu'elle explique dans le podcast, quand elle s'est mariée avec son conjoint qui est décédé aujourd'hui, eh bien, elle a dû faire unité et union et créer du lien avec les enfants et après les petits-enfants de son époux. Et donc, comment elle a créé le lien avec des générations différentes ? Eh bien, elle a choisi la cuisine. Alors, en fonction du parcours de chacun, on choisit d'autres choses. Pourquoi la cuisine ? En fait, parce qu'à travers le repas, elle a réussi donc à pouvoir échanger et partager. Elle a créé du plaisir avec d'autres individus. On pourrait demander pourquoi je raconte cet exemple-là. Mais en fait, c'est parce qu'il y a certains moments de vie, situations de vie qu'on partage tous, et donc là, la question de manger, eh bien, qui peut aussi créer du lien avec d'autres sur un moment de plaisir. Et le repas, c'est particulièrement important parce que, eh bien, parfois, quand on avance en âge, eh bien, ou même à d'autres moments de vie, on peut manger seul. Et est-ce que manger seul, c'est véritablement avoir un repas ou pas, tel qu'on l'imagine dans notre construction sociale ? Et on sait que aussi, quand on mange à plusieurs, on a plus de plaisir, on mange plus, on mange différemment, on raconte, on partage. Et donc, ça montre bien qu'il y a aussi des sujets du quotidien qui vont nous lier à travers l'ensemble des générations. Et quand on regarde, quand on repense peut-être à l'image avec les petits-enfants, la grand-mère et les petits-enfants tout à l'heure, eh bien, à travers le gâteau, le fait de faire un gâteau, on peut éduquer, travailler les mathématiques, par exemple, partager une recette de famille. Les univers sont assez pluriels et puis après, on va partager le plaisir, par exemple, de manger un gâteau au chocolat. Donc, ce qui nous lie entre les générations, c'est de la richesse, du plaisir. C'est une somme des possibles qui est assez divers et que parfois, voilà, on regarde de manière peut-être trop grossière, j'ai envie de dire, pour oublier parfois ce qui recèle vraiment ces liens. Vous avez parlé d'un programme qui a été mis en place sous la présidence de François Hollande. Est-ce que vous pouvez en donner ses conséquences, ses résultats Oui, alors rapidement, parce que je ne sais pas tout. En tous les cas, aujourd'hui, il y a un vivier de développement économique, d'entreprise, donc de cette silver economy, qu'on voit émerger à la fois en termes de nombre de startups. Il y a un nombre de startups dans l'univers du vieillissement qui s'est
qu'à augmenter. Par exemple, que ça soit sur... je parlais d'habitat tout à l'heure, donc sur l'accueil familial, vous avez des startups, sur l'aide à domicile, sur un verre pour boire qui vous dit que vous n'avez peut-être pas bu, sur des mondes connectés, sur de la téléassistance, sur des chaussures connectées qui vous dit, en tous les cas, qui vous accompagne pour éviter de chuter ou pas. En tous les cas, il y a eu un développement colossal d'actions, de produits et de services. Après, qui marchent ou qui ne marchent pas, ça c'est autre chose. Est-ce qu'ils ont ou pas trouvé leur cible? Alors là, j'en ai donné quelques-uns, mais vous avez aussi les croisières. Vraiment, c'est, je dirais, pléthore de potentiel. Après, ouais. Sur le logement, il y a cette volonté d'adapter l'habitat. Donc, l'adaptation de l'habitat est passée, par exemple, beaucoup sur... prenons l'exemple de l'adaptation de la baignoire en douche, pour éviter de chuter, parce qu'il y a beaucoup de chutes qui se passent dans la salle de bain. Donc, pour éviter ce chute, il y a ce développement de transformer sa baignoire en douche. L'année dernière... cette année, l'année dernière, il y a eu Action Logement qui ont financé aussi de manière assez conséquente ces évolutions en fonction du revenu des individus. Donc, de fait, Action Logement, c'est du public. Donc, de fait, il y a eu beaucoup de transformations dans cette adaptation de l'habitat. Donc là, on est au sein du domicile. Ensuite, sur les questions, il y a eu des startups qui ont été créées pour accompagner les déménagements. Comment on trie, qu'est-ce qu'on garde, mais aussi accompagner juste, faire les paquets et transiter vers un autre lieu de vie. Il y a un développement, je parlais d'habitats différents aujourd'hui. Et en ce moment, ces dernières années, en fait, parce que je parlais de 2013, mais depuis 2018, donc sous... Emmanuel Macron, la présidence d'Emmanuel Macron, vous avez eu multitude de rapports publics sur le vieillissement. Il y en a eu un par M. Libaud, vous en avez eu un par Mme El Khomri, qui était sur les questions plutôt professionnelles. Vous avez eu Dufeu-Schubert sur l'agisme, Luc Broussy aussi sur ces questions d'habitat, mobilité, etc. Donc voilà, ce que je veux dire, il y a eu pléthore de rapports parce qu'il y avait une volonté de mettre en place un rapport, une politique publique grand âge. Dans ces rapports, ce qu'ils disent, c'est sortir de la dichotomie du tout EHPAD et du tout domicile, c'est-à-dire soit l'un, soit l'autre, mais proposer différentes possibilités d'habitat en fonction du besoin et du vouloir des individus. Donc tout à l'heure, je donnais l'exemple des résidences services seniors. Il y a des résidences autonomie, l'accueil familial, les colocations intergénérationnelles. Vous avez aussi des colocations de seniors. Il y a maintenant aussi des petites structures qui sont en train de se développer, par exemple, spécialement sur la maladie d'Alzheimer. Donc vous avez 7-8 personnes avec des professionnels. Pareil, 7-8 personnes de colocation senior, plus souvent en perte d'autonomie avec des professionnels. Donc voilà, il y a différentes modalités. Alors c'est quand même souvent, alors pas que des promoteurs, mais des univers privés. Quand vous avez du public, c'est de la résidence autonomie ou de l'habitat inclusif porté par un bailleur. Donc c'est très diversifié. Mais vous voyez, par exemple, je disais, la semaine dernière, j'ai vu passer un article où, en fait, Corian, avec les anciens de Mama Shelter, qui est donc un groupe hôtelier, se sont liés pour créer une résidence service senior, on peut appeler un peu comme ça, qui s'appellera Casa Barbara, et qui est spécialisée pour les CSP+. C'est du haut de gamme.